On considère deux plaques métalliques en regard l'une de l'autre, deux plaques chargées. Entre ces plaques règne un champ électrique. On appelle parfois ceci, c'est un condensateur, deux plaques métalliques en regard, avec une certaine distance, entre lesquelles règne une zone de champ électrique constant, champ E, et une particule, un électron ou un faisceau d'électrons, en fait on va considérer un électron, arrive avec une certaine vitesse initiale, V0, entre les plaques ici. On va considérer le repère suivant. Ici, il y a l'axe des ordonnées. Ici, l'axe des abscisses. Et dans ces conditions, donc là on a la particule, ici se trouve l'origine du repère. Et dans ces conditions, la trajectoire de la particule ressemble à ceci. Ce sera une branche de parabole, on pourra le montrer. Et la longueur ici des plaques, c'est grand L. Ici, cette position ici, elle est notée grand H. Et ici, le point de sortie de la zone de champ électrique uniforme, c'est S. Donc on a ici HS qui est la hauteur, l'ordonnée de sortie de l'électron de la zone où se trouve le champ électrique. Alors à partir de ça, on demande de justifier, on se demande comment dessiner, quelles sont les propriétés de la force électrique qui agit sur l'électron. Alors, s'il n'y avait pas de force, s'il n'y avait aucune force, l'électron irait en mouvement rectiligne uniforme tout droit. Il subit une déviation vers le haut, c'est donc qu'il y a une force qui agit sur lui, qui est verticale et vers le haut. Donc, la force électrique, FE. Au passage, si on veut trouver la direction et le sens du champ électrique qui règne, comme l'électron a une charge électrique négative, et comme la force électrique, c'est la charge de la particule multipliée par le champ électrique, et bien il vient que si la force est vers le haut, et si la charge c'est moins E, la charge électrique d'un électron, c'est l'opposé de la charge élémentaire, de la charge du proton, E étant la charge élémentaire. Donc la force électrique qui s'applique sur l'électron, si elle est par là-haut, c'est que le champ électrique, lui, E, il est vers le bas. On est dans une zone de champ constant qui est comme ceci, dirigée vers la plaque du bas. Autrement dit, la plaque du bas est reliée au moins du générateur et la plaque du haut est reliée à la borne plus du générateur. Bon, ça c'est un détail. En tout cas, pour notre étude, on a besoin de la vitesse initiale, de la position initiale, de la force qui agit. Alors il y a aussi le poids, mais nous pourrons vérifier d'ailleurs à la fin de l'exercice que le poids est bien inférieur à la force électrique et qu'on pourra le négliger dans tout l'exercice. Donc, première chose, la force électrique, elle est verticale vers le haut. Et on peut, dans ce repère, écrire ses composantes. Le vecteur force, ce serait, suivant l'axe des abscisses, il n'y a aucune composante, le vecteur est vertical. Si on place le vecteur à l'origine, il est uniquement suivant l'axe des ordonnées, il n'a aucune composante suivant l'axe des abscisses, donc on a 0 sur l'axe des abscisses. Et suivant l'axe des ordonnées, on a E fois E. La valeur absolue donc, de la charge électrique multipliée par E, puisqu'on est dirigé vers les positifs. Donc voilà pour la force électrique. Maintenant, nous allons déterminer à partir de cette situation
les équations horaires de l'abscisse et de l'ordonnée de la particule. Alors les équations horaires, c'est, on cherche à connaître x de t et y de t. On cherche à trouver une équation pour x de t et y de t, et autrement dit, ça nous permettra d'avoir le vecteur position. Par exemple, OG, dont les composantes sont x et y, x de t, y de t. Alors pour obtenir les équations horaires, nous allons utiliser la procédure habituelle qui est, à partir de la somme des forces et de la deuxième loi de Newton, on trouve l'accélération, puis à partir de la position, de la vitesse initiale et de l'accélération, on trouve la vitesse, et à partir de la position initiale et de la vitesse, on trouve la position. Alors allons-y, d'abord, on va préciser, comme d'habitude, le système. Le système, c'est l'électron. Le référentiel, là c'est le référentiel du laboratoire, c'est-à-dire c'est le référentiel terrestre, considéré comme galiléen. Le temps de l'expérience, on peut considérer que la Terre est en mouvement rectiligne uniforme, voire qu'elle est immobile par rapport à un référentiel qui serait galiléen, davantage galiléen comme le centre, comme le Soleil ou le centre de la galaxie. Donc référentiel terrestre considéré comme galiléen. Et l'inventaire des forces. Quelles sont les forces auxquelles la particule est soumise? Donc on a dit qu'il y avait la force verticale vers le haut qui est la force électrique, et il y a le poids vertical vers le bas. Donc on a la force électrique et le poids. Et le poids, on pourra montrer qu'il est négligeable, qu'il sera négligeable devant FE. D'ailleurs, pour ça, on pourrait calculer le rapport, FE, le rapport des normes, des valeurs des vecteurs. La valeur de FE sur la valeur du poids, c'est-à-dire la valeur de FE c'est E fois E, et la valeur du poids c'est M fois G. Donc ça nous fait E sur M multiplié par E sur G. Et on a ici le rapport E sur M que l'on cherche à déterminer. Donc une fois qu'on aura trouvé le rapport E sur M, on pourra aussi en déduire vérifier en tout cas cette hypothèse, vérifier l'hypothèse que la force électrique est inférieure au poids, est bien inférieure au poids. Une fois qu'on a le système, le référentiel des forces, nous pouvons appliquer... d'abord peut-être, avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, on va quand même préciser les conditions initiales, puisqu'elles seront très utiles pour la suite. Conditions initiales. Donc je mettrai en abrégé pour la suite CI. Eh bien, pour la position initiale, la particule, au moment où on commence l'étude à t égale 0, elle pénètre dans la zone de champ électrique uniforme, et elle arrive en ce point-là qui est l'origine du repère. Autrement dit, la position initiale au G0, à t égale 0, ce serait 0 et 0. x0 et y0 valent 0. La vitesse initiale maintenant, le vecteur V0. Alors quelles sont ses composantes? Eh bien, on constate que le vecteur V0 il est uniquement suivant l'axe des x, il n'a aucune composante verticale. La vitesse est horizontale, purement horizontale, uniquement horizontale, ce qui nous permet d'écrire que V0 a pour composante, suivant x, ce sera V0, et suivant y0, il n'y a aucune composante verticale. On donne par ailleurs la valeur de cette vitesse initiale 2,4 fois 10 puissance 7 mètres par seconde, mais ça dépend du dispositif et on l'utilisera à la fin pour les applications numériques. Bien, maintenant que nous avons le système, le référentiel, les forces et les conditions initiales, nous allons pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton et en tirer l'accélération, puis la vitesse, puis la position. Et donc les équations horaires de x et de y. Alors, deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures appliquées au système. Donc dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen, la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse du système, qui est constante, la masse de l'électron, donc le ME, multiplié par l'accélération du centre de masse du système par le AG. Et ici, l'électron étant une particule ponctuelle ou quasi-ponctuelle, le centre de masse c'est la particule en fait.
Donc on en tire de cette deuxième loi, on en tire que l'accélération, elle est donnée par la somme des forces extérieures, puisque c'est ce que nous cherchons, sur la masse de l'électron. L'accélération, c'est la somme des forces extérieures donc, sur la masse de l'électron. Et la somme des forces extérieures, c'est, si on veut tout écrire, le poids plus la force électrique sur la masse. Et on a dit que c'était environ la force électrique sur la masse de l'électron, puisque le poids était négligeable devant cette force électrique. Alors nous avons donc une égalité vectorielle. Nous allons la projeter suivant les deux axes. Alors on peut écrire par exemple que AG, ses composantes, ce sont AGX, AGY, ce sont les deux composantes du vecteur AG, et c'est 1 sur ME multiplié par les composantes du vecteur FE, du vecteur de la force électrique. Ce vecteur, on a écrit ses composantes ici. Le vecteur de la force électrique, la composante suivant x c'est 0 et c'est petit e fois grand E suivant y. Autrement dit, je remplace le vecteur force électrique par 0 et petit e fois grand E. Autrement dit, quand on a 1 sur m multiplié par un vecteur, on multiplie les deux composantes du vecteur par la constante qui est devant 1 sur m ici. Donc ça nous fait 0 et petit e grand E sur m. Donc on voit apparaître le rapport E sur m qui sera un des enjeux de l'exercice. Alors nous avons maintenant deux équations. A, Gx égale 0, une première qui est très simple, suivant x, et la seconde qui est un peu plus compliquée, suivant y, mais qui reste classique, E fois grand E sur m. Alors nous allons commencer à partir de l'accélération suivant x, à partir de la vitesse initiale suivant x, que l'on connaît ici. Voilà. On va commencer par trouver la vitesse suivant x, et puis la position, et puis l'expression de l'abscisse, de x de t. Alors, première chose, établissons l'expression de Vx de t, puis celle de x de t. Alors pour ça, on part, ça c'est Vx, c'est Vx de t puis x de t. Voilà. Alors pour ça, on part de l'égalité qui est que AGX, par définition, l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. Donc AGX c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. C'est la dérivée de Vx, dérivée temporelle de Vx. Or, que vaut AGX? Eh bien AGX vaut 0. Donc dVx sur dt vaut 0. Autrement dit, la vitesse suivant x, c'est une fonction dont la dérivée est nulle. Et la fonction dont la dérivée est nulle, c'est une constante qui ne dépend pas du temps. Donc Vx égale constante. On va l'appeler K1, indice 1. Alors comment trouver cette constante? Il faut voir où est-ce qu'on connaît une valeur particulière de la vitesse horizontale sur notre trajet. En fait, on connaît une valeur qui est la valeur initiale, puisqu'on connaît V0. Donc on connaît V0 suivant x, et nous avions écrit dans les conditions initiales ici, notre vecteur vitesse initiale, suivant x, il a une valeur qui vaut V0. Donc là, par exemple, si on utilise la condition initiale sur la vitesse, on sait que la vitesse initiale, V0, suivant x, est égale à V0, et donc elle sera égale à Vx de t, puisque Vx de t est le même quel que soit t. Donc la valeur de départ, c'est la valeur pour tout t. Et autrement dit, c'est K1. Autrement dit, on arrive à Vx de t égale V0. Quel que soit t, la vitesse horizontale ne varie pas. Alors ça, on peut le comprendre, parce que ça peut étonner, mais si on réfléchit un petit peu, on voit que la force est verticale. Autrement dit, la force n'a aucun effet horizontalement.
Il n'y a aucune action horizontale. Le fait que AGX soit égal à 0, ça vient du fait que la force, il n'y a aucune force suivant x, et le seul effet de la force et le seul effet de l'accélération, c'est un effet suivant l'axe y. Il n'y a aucun effet suivant l'axe des x. Autrement dit, la particule suivant l'axe des x, elle avance avec une composante horizontale, avec une vitesse horizontale constante. À partir de ceci, nous allons pouvoir trouver l'équation horaire de x de t, puisque on sait que Vx de t, Vx, c'est dx sur dt. Vx de t, c'est dx sur dt. Par définition, la vitesse est la dérivée de la position, donc la composante horizontale de la vitesse, c'est la dérivée de la composante horizontale de la position. Donc dx sur dt, qui est Vx, c'est V0. Et quelle est la fonction dont la dérivée est une constante? Eh bien, c'est la fonction affine. Donc x de t égale V0t plus une constante d'intégration. Si on dérive ceci, la constante ça fait 0, le t ça fait 1, il reste V0. On retrouve bien, en dérivant cette fonction, on retrouve bien le Vx qu'on avait. Eh bien, il suffit de maintenant, pour déterminer K2, enfin il faut encore déterminer K2, et pour cela nous allons utiliser la condition initiale sur x. Pour trouver K2, utilisons la condition initiale sur x. X de 0, et bien sûr on remplace t par 0 ici, ça fait V0 fois 0 plus K2, c'est 0. Or, qu'est-ce qu'on sait dans nos conditions initiales? On sait que la position initiale suivant x, x de 0, ce sera 0. Donc c'est le 0 qui est ici. Pardon, donc je reprends. Si on remplace t par 0 ici, on a V0t, ça fait V0 fois 0 plus K2, et c'est égal à la condition initiale sur x qui vaut 0. D'accord, qu'on a vu ici. Autrement dit, K2 égale 0. Donc on se retrouve avec, d'où l'équation horaire pour x de t, qui est V0 fois t plus 0, donc je n'écris pas. Voilà notre première équation horaire. Alors on voit que si on la trace, si on trace x en fonction du temps, à t égale 0, on est à x égale 0, et on augmente suivant une droite qui est linéaire, et la pente de la droite ici, ce serait V0. Le coefficient de direction de la droite, c'est V0. Alors comme nous avons procédé pour l'expression de Vx et de x de t, eh bien pareil, nous allons établissons les expressions de Vy et de y de t. Alors pour ça, on était parti de AGX, on va partir de AGY, de l'accélération suivant y. On a AGY qui est égal à dVy sur dt par définition. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Or, AGY, on l'avait trouvé ici. AGY, c'était petit e grand E sur m. Donc, égale petit e grand E sur m. Quelle est la fonction Vy dont la dérivée est une constante? Eh bien, c'est une fonction affine. Vy égale petit e grand E sur m fois t plus une constante qu'on peut appeler K3. Et comment on détermine K3? En utilisant la valeur initiale de la vitesse, en utilisant la condition initiale sur la vitesse. Donc pour trouver K3, utilisons la condition initiale sur Vy. Alors qu'est-ce que ça nous donne? La condition initiale sur Vy, on l'a ici. Le vecteur vitesse initiale, il vaut V0 suivant x et 0 suivant y. Donc pour Vy de 0, c'est 0. On a donc Vy de 0 qui est égal à 0
Et d'autre part, suivant notre expression, à quoi est-il égal? Si on remplace t par 0, ça fait E grand E sur M fois 0 plus K3. Autrement dit, c'est K3. Autrement dit, 0 égale K3, K3 égale 0. Et on remplace, pour avoir Vy, l'expression de Vy de t égale E fois grand E sur M fois t plus 0, donc on n'écrit pas. Voilà notre expression pour Vy. Là, si on trace l'expression, si on trace les variations au cours du temps de Vy, on voit que on a une droite linéaire, mais cette fois-ci, donc la pente c'est E grand E sur M, ce sera l'accélération, et là c'est la vitesse, ça veut dire suivant Y, verticalement, la vitesse n'arrête pas d'augmenter. Elle augmente de manière uniforme. À partir de Vy, nous pouvons en déduire maintenant l'ordonnée, l'expression de Y de t, l'équation horaire de Y donc. Donc on peut écrire que Vy c'est dy sur dt. Or Vy, on vient de montrer que qu'elle est égale à E fois E sur M fois t. Donc y c'est la fonction dont la dérivée par rapport au temps est égale à une fonction linéaire. Alors là on peut vérifier que c'est un polynôme de degré 2. À chaque fois qu'on dérive un polynôme, on tombe sur le degré inférieur. Donc pour avoir là, c'est comme un polynôme de degré 1, la dérivée il faut dériver un polynôme en t carré pour obtenir celui-ci. Et on peut montrer que ça entraîne que y de t est de la forme, le seul polynôme qui convienne, il est de la forme e fois e sur m multiplié par 1 demi de t au carré, 1 demi pardon de t carré. Le 1 demi n'est pas dans pas au carré, c'est 1 demi du carré de t, comme ceci, plus une constante qu'on va appeler K4. Donc si on dérive ceci, on peut le vérifier, hein, ça nous fait, si on dérive ceci, on fait dy sur dt, ça nous fait e sur m, multiplié par 1 demi, la dérivée de t carré c'est 2 fois t, et K4 s'en va. Donc les deux se simplifient, et il nous reste e sur m fois t. Autrement dit, en dérivant cette fonction, on retombe bien sur Vy. Donc nous on a fait ça à l'envers, on avait grâce aux lois de Newton et grâce aux conditions initiales trouvé Vy, et bien on peut maintenant en déduire y. Alors pour l'expression de y, le 1 demi on va le faire passer devant et on réécrit que y est de la forme y de t égale 1 demi de e grand E sur m, la masse, j'ai oublié d'écrire, c'est la masse de l'électron, c'est me, multiplié par t carré plus K4. Voilà l'expression de notre ordonnée. Alors il faut encore déterminer K4 et pour ça on va utiliser, pour trouver la constante qu'on appelle la constante d'intégration K4, on utilise la condition initiale sur Y. Alors ceci, il faut reprendre ce qu'on avait dit tout à l'heure, la condition initiale sur la position, au G0, eh bien en Y, on a 0. Autrement dit, on sait que à t égale 0, y valait 0, puisque la particule, hein, je rappelle, elle arrivait par l'origine, par le point d'origine. Donc ce qui nous donne y de 0 égale 0. Or, si on remplace t par 0 dans l'expression de y, ça nous fait 1 demi de e grand E sur me fois 0 au carré plus K4. Et donc on trouve bien que ça fait 0, et on trouve que K4 égale 0. Enfin, on trouve que K4 égale 0. Et ce qui nous amène à l'expression y de t égale 1 demi de petit e grand E sur me fois t carré. Voilà l'expression de notre seconde équation horaire pour y. Alors si on trace l'évolution au cours du temps de y, si on trace y en fonction du temps, eh bien on constate qu'on a une parabole ici dont la concavité est tournée vers les y positifs, puisqu'on a une valeur qui est positive ici, et qui part de 0. Une branche de parabole, une parabole qui est comme ceci. Et
Voilà, donc on a ici nos deux évolutions, nos deux équations horaires que l'on peut résumer. X de t égale V0t et Y de t égale 1 demi de E grand E sur ME fois t carré. À partir de ces équations horaires, nous allons pouvoir trouver l'équation de la trajectoire. De la trajectoire, c'est-à-dire la courbe qui est réellement parcourue par l'électron dans l'espace, c'est-à-dire ce que j'avais représenté ici, comme ceci. Jusqu'à présent, ce que nous avons représenté, ce sont des évolutions au cours du temps. C'est l'évolution au cours du temps de y, par exemple, et au cours du temps de x. C'est-à-dire que ça, c'est l'abscisse qui augmente au cours du temps, suivant cette droite, qui augmente régulièrement, et c'est ce qu'on avait dit, puisqu'il y a horizontalement, la particule n'est pas soumise à une force ni à une accélération. En revanche, verticalement, elle est soumise à une accélération qui est constante. Et donc, on a un mouvement qui est uniformément varié vers le haut. Et donc, on a une ordonnée qui n'augmente pas suivant une droite, qui augmente suivant cette parabole. En fait, on a toujours une évolution parabolique lorsqu'on a une accélération constante. Alors maintenant, nous allons, dans un troisième temps, à partir donc des équations horaires, en déduire l'équation cartésienne de la trajectoire. C'est-à-dire, l'équation cartésienne, elle va s'écrire y de x égale. Voilà ce qu'on cherche. On cherche à exprimer y en fonction de x, ce sera notre trajectoire. Ce sera l'équation cartésienne de la trajectoire. Pour ça, nous allons utiliser nos deux équations horaires. De la première, on pourra exprimer t en fonction de x, et on remplacera t par son expression en fonction de x dans la seconde. Donc, on a une équation 1, une équation 2. Alors de 1, on tire que t, ce sera x sur v0. Et on remplace dans 2, ce qui nous fait y, cette fois-ci non plus de t, mais de x, égale 1 demi de E grand E sur ME. Et au lieu de t, maintenant, on aura x sur v0 au carré. Ce qui s'écrit 1 demi de E grand E sur ME V0 carré, par exemple, x carré. Ce qui nous donne comme une équation, donc entre y, on a une équation de type y égale a fois x au carré. C'est bien ce que nous avions représenté ici. On a bien une équation de trajectoire de type de y en fonction de x cette fois-ci. C'est une parabole dont la concavité est tournée vers les y positifs et qui passe par 0, ce qui correspond bien à cette équation. Alors à partir de cette... donc ça c'est pour l'étude, disons, de la trajectoire et des équations horaires, et on pourrait même trouver par exemple à quelle date la particule arrive au bout ici. Il faut dire à quelle date la particule arrive-t-elle en h, qui est distante de grand L. Eh bien on pourrait remplacer ici, quand on a x de t, voilà, si on pose que x de t maintenant c'est grand h, ou c'est grand L, si on a parcouru la distance grand L, on pourra tirer la date à laquelle V0t est égal à L. On pourrait faire également ensuite, une fois qu'on a trouvé ce t, si on le remplace ici, on va trouver l'ordonnée atteinte. Si on remplace t par la valeur qu'on a trouvée pour une certaine abscisse, on va avoir l'ordonnée de l'abscisse. On peut trouver aussi, si on remplace t ensuite dans les expressions horaires, dans les composantes de la vitesse, on peut trouver... Alors suivant x, la vitesse, on a dit que c'était une constante, mais suivant y, on peut trouver la valeur de la vitesse à n'importe quel instant. Donc on connaît absolument tout ce que l'on veut de la particule, de la trajectoire et du mouvement de la particule sur entre les plaques. Alors on va utiliser l'équation de la trajectoire pour essayer de déterminer le rapport petit e sur grand E. C'était une expérience historique, l'expérience de Thomson, qui avait réussi à mesurer ce rapport. Et alors ici, on se donne les informations suivantes. Eh bien, on connaît la valeur de L, qui était de 9 cm. On connaît la valeur, donc L c'était la longueur des plaques ici, c'était 9 cm. On avait le centimètre. La hauteur HS ici, donc l'ordonnée finalement Y
lorsque l'abscisse est égale à grand L. Là, c'est l'abscisse qui vaut grand L. L'ordonnée HS, l'ordonnée Y qui correspond à ceci, c'était environ 2,0 cm. Le champ électrique, sa valeur 2,4. Non, pardon. La valeur du champ électrique, lui, était en 1,6, 16 000 volts par mètre. 1,6 fois 10 puissance 4 volts par mètre. Et il nous faut la valeur de la vitesse initiale aussi. La valeur de la vitesse initiale, V0, 2,4 fois 10 puissance 7 mètres par seconde. Mètres par seconde. Non, seconde. Par seconde. Donc on a la vitesse, on a le champ électrique, on a la longueur des plaques et on a la position de sortie. Je pense qu'on a tout pour calculer, pour en déduire le rapport que l'on cherche. Puisque notre équation de trajectoire, notre y égale, je le réécris, 1 demi de E grand E sur ME V0 carré, multiplié par x2. Si on applique ceci en ce point, eh bien on sait que pour x égale grand L, y vaudra HS, c'est-à-dire 2 cm. Pour x égale L qui vaut 9 cm, y vaudra HS. Donc HS égale 1 demi, on va isoler ce que l'on cherche, E sur la masse de l'électron, le rapport entre la charge et la masse de l'électron, multiplié par E, c'était grand L au carré, sur V0 carré. Et on en tire la grandeur que l'on cherche, E sur ME égale, ça nous fait du 2 fois HS fois V0 carré sur E fois L carré. L'application numérique nous donne petite charge de l'électron sur masse de l'électron environ. Donc on remplace par les données 2 fois 2,0 fois 10 puissance moins 2, puisqu'on avait 2 cm, multiplié par le carré de la vitesse initiale, 2,4 fois 10 puissance 7 au carré, sur il y avait la valeur du champ électrique, pardon. Donc j'ai écrit les 2 fois 2,0 fois 10 puissance moins 2, fois la valeur, ça c'est donc la hauteur, notre HS, ça c'est V0 au carré, divisé par la valeur du champ électrique 1,6 fois 10 puissance 4, fois le L au carré, 9,0 fois 10 puissance moins 2 au carré. Et on trouve un rapport E sur ME environ, qui vaut environ 1,8 fois 10 puissance 11. Donc ce sont E, c'est en coulomb, et ME en kilogrammes. Coulomb par kilogramme. Alors on peut maintenant, en supplément, vérifier que le poids est bien négligeable devant la force électrique avec ceci. On avait dit que le rapport de la force électrique sur le poids était égal donc à E fois grand E en valeur sur ME fois G. Et donc ça nous fait E sur ME multiplié par E sur G. Donc si on remplace maintenant, ça nous fait du 1,8 fois 10 puissance 11. C'est le rapport E sur ME dont on vient d'établir la valeur, multiplié par, c'était 2,4, 1,6 fois 10 puissance 4, c'était les 16 000 pour le champ électrique,
divisé par le petit g qui vaut 9,8, donc environ 10. Alors si on travaille en ordre de grandeur, qu'est-ce que ça nous donne ceci? En ordre de grandeur, donc ça nous fait environ ici, on est à 2 puissance 11. Ici on est en gros, aussi on va arrondir, hein, c'est en gros donc 2 fois 10 puissance 4. Ici on est à 1 dixième, donc sur 10. Donc ça nous fait, vous voyez, en gros, hein, 2 fois 2, 4, fois 10 puissance. Donc si je fais 10 puissance 10, 10 puissance 4 sur 10, ça fait 10 puissance 3. Ça nous fait du 10 puissance 14. Et c'est-à-dire qu'on est ici à un rapport qui vaut 400 000 milliards. Voilà, la force électrique est 400 000 milliards de fois plus grande que le poids. Donc c'était tout à fait justifié de le négliger devant la force électrique.